Dans ce chapitre, on étudie les différents micro-organismes et la façon dont notre corps se défend contre ces micro-organismes. Sur les photos, vous voyez différents types de micro-organismes, en particulier des bactéries, par exemple, première photo, Escherichia coli, des champignons, cinquième photo, ou encore des virus, dernière photo. Pour se défendre, notre corps possède ce qu'on appelle des barrières naturelles. On va trouver les enveloppes du corps, et en particulier la peau, ou encore les muqueuses à l'intérieur de la bouche par exemple, ou encore à l'intérieur du nez, et puis différents liquides qui vont avoir des pH différents et qui vont pouvoir lutter contre certains micro-organismes. Quand un micro-organisme réussit à passer ses barrières naturelles, il va entrer à l'intérieur de notre corps, c'est ce qu'on appelle la contamination. Cette contamination, elle peut se faire lors de la respiration, elle peut se faire par l'ingestion d'eau ou de nourriture. L'ingestion d'eau, c'est l'exemple de notre monsieur Cascou, qui avait bu de l'eau du ruisseau. Elle peut se faire lors des rapports sexuels ou quand vous avez une blessure qui endommage votre peau. Lorsqu'un micro-organisme nous rend malade, on l'appelle pathogène. Au moment où il rentre dans votre corps, il va trouver des conditions intéressantes et il va pouvoir se multiplier. Vous avez l'exemple des bactéries sur le graphique. On voit qu'au moment de la contamination, on a une quantité de bactéries qui est proche de 0. Et puis, 6 à 8 heures après, on a une très grande quantité de bactéries qui se sont multipliées à 37 degrés à l'intérieur d'un des liquides du corps où il a trouvé de la nourriture. Au moment où ces bactéries se sont fortement multipliées, ou si le virus de la même façon s'est fortement multiplié, on va tomber malade, développer différents symptômes, comme la fièvre par exemple. On dit qu'il y a infection. Pour lutter contre la contamination et contre l'infection, on a différents moyens qui sont regroupés en deux catégories. Vous avez premièrement l'asepsie, qui va correspondre à tous les gestes du quotidien, que ce soit l'hygiène, donc quand on se lave, ou encore quand on fait le ménage, ou des gestes qui sont les gestes barrières qu'on utilise actuellement, ou encore tous les protocoles mis en place dans la restauration, en cuisine, dans les usines agroalimentaires où on va fabriquer de la nourriture industrielle, emballer cette nourriture chez le médecin, chez le dentiste ou encore dans les hôpitaux. Et puis vous avez l'antisepsie qui est une méthode qui permet donc de désinfecter les plaies en utilisant des produits antiseptiques pour essayer d'éviter cette fois-ci l'infection et non plus la contamination. Quand vous vous blessez, le plus souvent, au niveau de la blessure, il y a entrée de micro-organismes. Quand la blessure est créée, il y a une réaction au niveau de la peau avec un apport, on dit un afflux de sang qui va être très important. Ce qui fait qu'au niveau de cette blessure, vous allez avoir un gonflement, vous allez avoir une rougeur et puis le plus souvent, vous allez avoir aussi de la douleur et une chaleur. C'est ce qu'on appelle la réaction inflammatoire. Ce sang qui arrive en grande quantité va permettre d'apporter certains types de globules blancs qu'on appelle les phagocytes. Ces phagocytes, ils ont un rôle très important puisqu'ils vont être capables d'attraper les pathogènes, par exemple sur le schéma bio une bactérie, de l'englober et de la digérer, détruisant ainsi cette bactérie. La plupart du temps, cette phagocytose va suffire à arrêter l'infection et vous n'allez pas être malade et votre plaie va pouvoir cicatriser correctement. Ces globules blancs, avec certains organes de notre corps, sont donc là pour nous défendre, former ce qu'on appelle un système de défense, qu'on appelle aussi le système immunitaire. Alors ce système immunitaire il est formé de différents organes. Les plus importants sont les ganglions lymphatiques dans lesquels sont stockés nos globules blancs et puis la moelle osseuse qui va fabriquer ces globules blancs. En dessous, vous avez un schéma d'un frottis sanguin sur lequel on identifie bien les globules rouges qui sont donc les petites cellules avec au milieu une zone plus claire puisque ce sont des cellules sans noyau.
et puis des cellules qui sont beaucoup plus grosses, avec un gros noyau en plusieurs morceaux colorés en violet, qu'on va appeler les globules blancs. Les phagocytes sont des globules blancs. Pour nous aider dans notre lutte contre les micro-organismes pathogènes, on a donc deux techniques qui découlent des progrès de la science et de la médecine. Premièrement, en bas, les antibiotiques que vous connaissez tous, puisque ce sont des sirops que l'on prend quand on est petit. Ensuite, des cachets ou des gélules. Ces antibiotiques, comme on peut le voir sur le graphique, sont là pour faire diminuer le nombre de bactéries à l'intérieur de votre corps, donc diminuer l'infection. Ils vont être capables de les tuer ou de les ralentir, et ils sont totalement inefficaces contre les virus. Lorsque vous avez un traitement antibiotique, vous devez le prendre aux heures qui sont conseillées, en prenant le bon nombre de cachets ou de gélules, et en faisant le traitement sur toute la durée proposée par le médecin. L'autre système qui nous permet d'éviter d'être malade, ce sont les vaccins, ce qu'on appelle donc la vaccination. Cette vaccination correspond à une ou plusieurs injections. Au moment de l'injection, le médecin va donc désinfecter la zone de peau qu'il va toucher en utilisant la technique vue précédemment et qu'on a appelée asepsie. Cette injection va permettre à votre corps de se préparer à combattre le micro-organisme pathogène quand il le rencontrera un petit peu plus tard, s'il le rencontre, et on verra plus tard dans le cours comment ce vaccin fonctionne. Ce qu'il faut retenir en conclusion de cette première partie, c'est que notre corps possède des barrières naturelles qui évitent le plus souvent la contamination. Cette contamination, elle est due à des micro-organismes dits pathogènes, donc capables de nous rendre malades, le plus souvent des virus ou des bactéries. En cas de contamination, certains globules blancs, les phagocytes, absorbent et digèrent les micro-organismes. On parle de phagocytose. La plupart du temps, cette phagocytose suffit à éviter l'infection. Les progrès scientifiques permettent de mettre en place des mesures de prévention, l'asepsie, la vaccination, et des protocoles de soins, l'antisepsie, les antibiotiques, qui aident le corps à se défendre. Malheureusement, cela ne suffit pas toujours. On verra pourquoi dans la deuxième partie. Vous pourrez trouver les documents sur le site qui est proposé par le lien, qui va être un Padlet. À bientôt!